Bon, donc je vais essayer de compléter un peu, mais très peu, parce que finalement, Frédéric a dit beaucoup de choses que j'avais prévues, et donc je vais pouvoir passer rapidement. Donc, on retrouve les mêmes anomalies à l'âge adulte, évidemment, et la définition des besoins va se faire dans l'enfance, comme on l'a dit déjà auparavant. On va mettre en place de l'éducation pour développer différentes compétences, mais adapter aussi l'environnement et permettre l'intégration sociale. Alors, à l'âge adulte, évidemment, on ne doit pas tout arrêter en matière d'apprentissage. Les adultes ont encore beaucoup de possibilités de mobilisation dans ce domaine, mais la nécessité d'une adaptation de l'environnement, ça reste vraiment une priorité, parce que, effectivement, et Frédéric l'a dit, on ne peut pas mettre comme ça une personne avec de l'autisme et lui demander de s'adapter complètement à un monde professionnel, par exemple. Il faut veiller à lui préparer les choses et puis à l'accompagner. On a aussi, donc on a une continuité, mais on a aussi de nouveaux besoins qui apparaissent et qui sont liés plus spécifiquement à l'âge adulte. Et on a vu hier les parents qui nous ont posé ces questions. Problématiques propres à l'âge adulte en termes de résidence, comment est-ce qu'on fait au-delà de la vie dans la famille, en termes de travail, en termes d'activités de loisirs et en termes de relations sociales, c'est-à-dire la vraie vie. Comment est-ce qu'on fait pour aménager une vraie vie à laquelle ils ont droit pour ces personnes? Chaque adulte, en plus, a sa propre personnalité. On a tendance à l'oublier, ça. On dit il est autiste. Ben non, on ne se définit pas par un problème spécifique, une pathologie que l'on a, mais on a aussi nos caractéristiques personnelles, et ça, il faut en tenir compte. On a des préférences, on a des affinités, on a des points forts. Chaque personne n'est pas non plus une liste de déficits, elle ne se résume pas à des déficits, et elle a ses propres besoins. Et ça, dans l'autodétermination, l'autonomie, on préconise beaucoup ces axes-là, parce que le développement de ces axes-là, parce que sinon, on a tendance à continuer ce qu'on fait beaucoup, souvent dans l'enfance. On accompagne, on soutient, on prend en charge, et du coup, on oublie qu'on a une personne qui peut aussi agir avec ses propres moyens, bien sûr, et en étant aidée, mais une personne qui a son individualité. Les lieux de vie, alors problème qu'on a déjà débattu hier. C'est important de préserver une ambiance familiale, une ambiance de vraie vie. C'est-à-dire, posez-vous toujours la question, quand on va orienter un adulte, est-ce que moi je vivrai là? Question très importante. Avec une équipe compétente et attentive, en préservant une certaine continuité, et surtout avec une intégration dans la communauté sociale. Il faut arrêter de penser que les autistes, on va les mettre dans une maison loin dans la campagne. Voilà, c'est une forme sévère d'exclusion quand on dit les personnes, voilà, elles vont être là, elles vont être entre elles, et c'est très bien comme ça. Donc, on va devoir continuer, en prenant en compte tous ces besoins propres à l'âge adulte, de comprendre l'autisme et son fonctionnement. Donc là, on est dans la continuité. Fournir le programme toujours en faisant des évaluations, en prenant en compte les compétences. Et donc, on peut toujours augmenter les compétences et l'autonomie. Et c'est une manière de réduire les troubles du comportement, parce que quand une personne est oisive, elle a d'autant plus de troubles du comportement. Alors le logement avec le maintien à domicile, ça c'est quelque chose qui se fait souvent par défaut.
Et donc, on comprend que les parents ne veuillent pas placer leur jeune adulte dans n'importe quelle condition. Moi, je le comprends vraiment. Mais en même temps, il faut qu'on puisse accompagner, rassurer les parents et leur proposer des solutions qui leur conviennent, bien sûr, mais qu'ils comprennent aussi que quand on arrive à l'âge adulte, eh bien, on a peut-être envie d'avoir son chez-soi. Et son chez-soi, c'est pas forcément chez papa et maman. Mais encore faut-il qu'il y ait un chez-soi qui existe et qui soit adapté pour la personne. Les lieux de vie, il faut les penser en termes de petites dimensions. Il ne faut pas les grosses institutions. Alors, grosses institutions à la campagne, non. Ce sont des foyers, des maisons où il y a 4, 5 personnes avec des éducateurs et qui peuvent, donc des éducateurs plus ou moins présents suivant le degré d'autonomie de la personne et surtout avec préservation de l'espace individuel personnalisé. J'ai vu ce type de réalisation aux États-Unis. C'est une maison, chaque adulte a sa chambre et chaque adulte peut, c'est comme dans certaines de nos maisons de retraite, chaque adulte amène ses meubles, personnalise, c'est son chez-soi. Donc on a une certaine forme d'institution parce qu'il y a des éducateurs qui sont là, il y a des professionnels, mais la personne est quand même chez elle et donc on tient compte de son autonomie plus ou moins grande. Il y a des personnes avec autisme à l'âge adulte qui sont capables d'avoir leur appartement, de vivre en indépendance, plus ou moins près des parents, et puis il y en a d'autres qui ont besoin justement d'être dans ces petites structures avec des éducateurs. Donc il faut aussi préserver l'accès aux ressources de la communauté sociale, absolument. Il faut persévérer dans la recherche d'une intégration sociale. Alors le travail, évidemment, on ne va pas mettre tout le monde au travail et dans les mêmes conditions. Il y a des personnes qui sont capables de bénéficier de ce qu'on appelle le job coaching. Donc c'est un accompagnement professionnel qui permet à la fois d'enseigner les gestes professionnels à la personne, mais aussi qui lui apprend à gérer les relations avec les autres. Comme Frédéric l'a dit, souvent il y a des problèmes d'incompréhension et on les met à la porte parce qu'on dit il n'a pas su s'adapter. Donc le job coaching va servir à ça. Moi j'avais une jeune fille qui était insérée dans une entreprise où on lui avait demandé, elle était aide de bureau, donc on lui demandait de classer des documents, donc elle était très contente de tout classer, elle était très ordonnée, c'était parfait. Et de temps en temps, elle devait aussi faire des photocopies. Mais le problème, c'était que les photocopies, il fallait qu'elle arrive et que le photocopieur soit libre. Sinon, elle faisait une grosse crise de colère. Et donc, il a fallu travailler aussi bien avec elle pour lui apprendre qu'il y avait différentes situations dans lesquelles on n'accédait pas toujours automatiquement à ce qu'on voulait avoir. Et puis, on a dû sensibiliser aussi les personnes, parce que vous savez très bien, nous-mêmes, ça peut nous agacer. Il y a des personnes dans le bureau d'à côté qui vont squatter le photocopieur pendant une demi-heure parce qu'ils ont des exemplaires et qui vont pas avoir la politesse de dire si vous avez un seul exemplaire, allez-y. Bon. Donc tout ça, on l'a appris. Et on a amélioré considérablement son intégration. Après, il y a des jeunes qui vont être dans un milieu plus protégé. Mais j'ai d'autres exemples. La meilleure réalisation que nous ayons à Toulouse, c'est la première petite fille dont je me suis occupée dans l'approche éducative. Elle a maintenant 35 ans. Elle est employée, elle a un CDI à la médiathèque de Toulouse où elle gère le classement des livres parce qu'elle était passionnée par les livres. Donc le matin, elle récupère les livres qu'on rapporte, elle participe même au prêt quelquefois, donc elle a un contact avec les usagers.
qui la trouve sympathique. Elle est plutôt enjouée, elle est un peu bizarre, mais elle est tout à fait sympathique. Et l'après-midi, comme ça lui demande beaucoup d'autocontrôle le matin pour pouvoir faire face aux difficultés, elle est à l'atelier reliure où elle regarde ce qui est fait sur le plan technique, elle s'initie et puis elle range les ouvrages lorsqu'ils ont été réparés. Et là, elle est merveilleuse dans le rangement. L'ordre alphabétique, ça lui plaît énormément et elle fait ça très bien. Donc, d'autres vont être en milieu protégé. Et on a effectivement des personnes qui sont plus démunies et qui ne vont pas pouvoir faire un travail, et il n'empêche qu'on ne doit pas les mettre dans une institution et puis dire on va leur faire le lit, on va les servir à table, Non, il y a toujours un type de travail qui permet de participer à la collectivité, de s'intéresser au monde qui nous entoure. Et donc les activités quotidiennes, participation à la vie familiale, que ce soit dans la maison, que ce soit dans l'appartement ou dans une institution, on va retrouver ce qu'a dit Frédéric, les activités structurées, parce que ça va les aider à mettre tout ça en place. Les loisirs, on va les organiser avec eux, on va les accompagner, et les activités physiques. Les personnes avec autisme sont comme nous, elles ont besoin aussi pour leur santé. On a beaucoup parlé de santé, santé mentale, santé physique. Les activités physiques leur sont très très bénéfiques et donc il faut les organiser aussi. Alors on va peut-être pas avoir des activités physiques du type football ou rugby où il faut une finesse de compréhension des règles du jeu et une grosse participation sociale. Quoique, nous on a des enfants qui sont intégrés au rugby et qui s'en tirent pas mal, ils apprennent des choses. Bon, mais à l'âge adulte, on va faire de la marche, de la course, de la natation. On a toutes sortes d'activités qui leur sont accessibles. Alors là, j'ai un exemple d'une jeune femme, voilà, c'est extrait d'un livre. Donc Sophie se frappe parce qu'elle est très nerveuse, tendue et impatiente. Alors si on observe, on dit le monde de Sophie est un monde désespérément atemporel. Le mercredi, elle a une demi-heure de musicothérapie dont elle raffole, ça la rend heureuse. Une demi-heure de bonheur et 10 heures d'ennui. Dans beaucoup des institutions, chez nous, c'est comme ça. On dit, on va faire, alors on intitule ça pompeusement la musicothérapie. Alors bon, c'est de la musique et pas forcément avec un but thérapeutique, mais enfin imaginez-vous, dans votre journée, vous avez une demi-heure de plaisir, puis le reste du temps, vous ennuyez. Ça peut donner des troubles du comportement. Donc très important d'organiser les activités. Et puis les relations sociales, bien sûr le maintien des liens avec la famille, même quand l'adulte a pu avoir son propre domicile. Le développement des relations sociales avec les autres résidents, et puis avec aussi les professionnels, bien sûr, on va soutenir ça. Et puis on peut aussi développer des relations à l'extérieur, des commerçants qui se montrent intéressés par ces jeunes qui habitent cette maison-là. Si on informe, c'est comme quand on fait de l'intégration à l'école, les voisins qui peuvent se sentir concernés aussi par ces personnes qui vivent à côté d'eux. Moi, je travaille beaucoup, lorsque je travaille avec des adultes, avec mes étudiants. Alors ça marche avec les jeunes adultes parce qu'ils ont à peu près le même âge. Et mes étudiants les accompagnent pour aller au cinéma, pour aller au restaurant, pour aller boire un verre à une terrasse de café. Ça marche très très bien et ça crée un tissu social autour de ces jeunes qui est tout à fait appréciable. Et quelquefois, on a des liens amicaux, authentiques qui se développent et parfois des liens amoureux. Ça arrive. Il y a certaines personnes avec autisme
qui arrivent avec toute leur singularité, eh bien, à quand même vivre avec quelqu'un d'autre qui est souvent aussi quelqu'un de très particulier. Et ça donne des couples amusants, touchants. En tout cas, ils sont heureux, ils vivent ensemble et ils ont une vie comme tout le monde. Alors, pour terminer, bien sûr, il faut des aides. On ne va pas s'imaginer que tout se termine à l'âge adulte et qu'ils peuvent se débrouiller. Non, on va continuer à prendre en compte leurs particularités. Et il faut toujours des équipes qui sont formées. Il faut des structures spécifiques d'accompagnement. Les SAMSA, c'est un peu l'équivalent des CESAD, c'est-à-dire la personne peut vivre chez elle, travailler, mais avoir un service mobile qui peut venir suivant les besoins et pas forcément être toujours présent, mais venir suivant les besoins. Et puis les thérapies adaptées en cas de besoin. On peut toujours faire des thérapies pour entraîner à la communication, gérer le stress, travailler l'estime de soi, et puis bien sûr tout l'accompagnement médical comme nous, c'est-à-dire les filles ont besoin d'un gynéco et puis tout le monde a besoin de se faire surveiller les yeux, les dents, etc. Voilà, donc on arrive à cette notion, on converge toutes les deux avec Frédéric, hein, l'important c'est la qualité de vie. Donc on va veiller à remplir les différents besoins, mais ce ne sont pas seulement des besoins matériels, c'est pas seulement on a trouvé un toit, on a trouvé un travail, etc. Mais tous les besoins émotionnels et sociaux sont également pris en compte. Donc ça veut dire une qualité des services qui doit être maintenue à l'âge adulte, une prise en compte de la personne elle-même. Hein, chaque personne qui est unique, ça fait la boucle avec tout ce qu'on a dit depuis hier, avec prise en compte du bien-être. Donc, qu'est-ce qui compte le plus? C'est que la personne ait une perspective de développement personnel, qu'elle puisse être le plus autonome possible en fonction de ses besoins, qu'elle ait une bonne qualité de vie, que la qualité de vie de la famille s'en ressente aussi dans le sens positif, c'est-à-dire on est content parce qu'on sait que l'adulte vit sa vie avec le maximum de développement personnel, et puis surtout la place que la société va donner aux personnes avec autisme. Ça, c'est le mot de la fin pour moi. Je vous remercie. Merci. Je vais demander à nos deux professeurs de me rejoindre pour une séance très brève de questions-réponses de la salle. Oui, une première question de la salle. Madame en rouge. Ma question concerne, enfin c'est pour toutes les deux. J'ai lu sur les témoignages de personnes atteintes du syndrome d'Asperger qu'ils avaient une imagination très fertile, voire abondante dans certains cas. Et est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire de dire que les personnes atteintes d'autisme n'arrivent pas à faire semblant? Très bien, très belle question. Alors, ils peuvent en effet avoir une imagination assez fertile, mais pas tellement dans l'imagination sociale, vous voyez? C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir, ils ont en général justement possiblement des histoires ou aussi des connaissances, par exemple, ils vont manipuler des concepts, tout, mais qui vont avoir du mal à partager, ou ils vont avoir du mal à se raconter une histoire à deux. Ça, c'est ce qu'on appelle le déficit d'imagination sociale. C'est comme ça que Lorna Wing, d'ailleurs, avait résumé la deuxième dimension, c'est-à-dire le fait, c'est pas que la pensée est vide, hein, c'est que la pensée, elle est difficilement partagée. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont avoir, une personne Asperger, elle peut vous parler pendant, comme vous disait Bernadette Roger aussi, elle peut vous parler pendant 3 heures, ça sans aucun souci, elle aura plein de choses à raconter, mais elle aura du mal justement à tenir compte de l'autre et puis à construire un récit à deux, par exemple, hein, échanger là-dessus. Puis sur la symbolique, je vais laisser Bernadette.
Oui, en ce qui concerne le contenu symbolique de imaginaire, même s'il y a une imagination, elle reste marquée par le côté rigide, inflexible. J'ai donné hier des exemples d'un dessinateur qui dessine des immeubles. Il a inventé une ville imaginaire. Alors on pourrait dire, ah, mais il a une imagination formidable. Or, cette ville imaginaire, eh bien, il a mis des buildings et il passe tout son temps à faire des petits carrés, les petites fenêtres. Voilà. Alors, c'est sur un plan esthétique, c'est magnifique. On se dit comment il arrive à faire ça à main levée, mais il passe des heures et des heures et des heures à aligner des buildings les uns à côté des autres et tout. Et néanmoins, il y a quand même construction d'une ville. Il a même inventé le fondateur de la ville. Il a inventé l'histoire de la ville. Il m'avait même dit un jour, comme j'avais bien compris son fonctionnement, il m'a renforcé parce qu'il m'a dit « Je vais te nommer docteur honoris causa de mon université dans ma ville. » Voilà. Et donc, on voit à la fois, il y a une certaine possibilité d'imagination, mais ça reste extrêmement rigide, cloisonné et sur un thème. Autre question? Geoffrey, je vous demanderai de vous mettre debout, s'il vous plaît, pour les questions. Moi, j'ai une question un petit peu technique concernant le diagnostic. Donc, on a vu, vous nous avez présenté avec le DSM-5, il y a un changement des critères diagnostiques. Maintenant, les outils qu'on utilise correspondent toujours au DSM-4. Donc, comment est-ce que vous faites dans la pratique avec tout ça? Est-ce qu'il va y avoir de nouveaux... Alors, comment vous faites actuellement? Déjà, ça m'intéresse. Et puis, est-ce qu'il va y avoir de nouveaux outils? Est-ce qu'il va y avoir des ADI, des ADOS qui vont se modifier? Et est-ce que la CIM aussi va bouger? Merci. Alors moi je vais répondre sur la partie que je connais le mieux, c'est-à-dire les outils ADI ADOS que j'ai traduits en français et validés sur population française. Alors l'ADOS 2 est sorti, il y a 4 modules avec un module supplémentaire qui est le module Toddlers pour les tout petits. Mais déjà dans la version antérieure, nous on avait eu connaissance de l'évolution en cours, parce que quand on arrive au DSM-5, en général, on a eu connaissance des travaux intermédiaires, et donc on avait déjà pris la précaution de parler en termes de spectre des désordres autistiques, et on est dans le spectre où on est en dehors. Et donc déjà, on était dans les clous, si je puis m'exprimer ainsi. Pareil pour l'ADI, pour les versions antérieures. Donc les outils évoluent effectivement. On est en train de valider la version maintenant ADOS 2. Pour l'ADI, je ne sais pas s'il y a quelque chose en cours, mais probablement. Et en tout cas, il faut se rappeler ce qu'a beaucoup dit Frédéric, qu'on ne fait pas les diagnostics uniquement avec ces outils. Il y a aussi le diagnostic clinique. Et donc, je vais lui passer la parole. Bernadette, vous avez déjà répondu. L'ADI, vous savez, Anne Lecouter, elle a fait une étude, là, elle ressort l'étude en montrant que finalement, en faisant l'analyse factorielle sur plus de 1000 ADI, il sort 2 facteurs finalement. Donc ça retombe sur la diade, entre guillemets, c'est-à-dire communication sociale et intérêt restreint et stéréotypé. Donc voilà, donc en fait on peut poser les mêmes questions. Après c'est que l'algorithme, en fait, qu'il fasse 2 ou qu'il fasse 3, ça ne change pas la question du seuil TSA. Voilà, donc nous on continue à faire ça. C'est vrai que dans la banque de données de recherche c'est un souci par contre, parce qu'on a une banque de données nous informatisée où on rentre les choses, et c'est vrai que maintenant il y a une phase de transition entre les deux. Dans les comptes rendus diagnostiques, moi pour l'instant je mets encore les deux. C'est-à-dire TSA avec seuil de... Enfin je mets TED en fonction des SM4 et puis TSA avec les seuils de sévérité. Mais ça va pas durer longtemps. Et la CIM 11, normalement, je crois qu'elle est dans les... alors, je sais pas si ça va être 2013, 2014, enfin, ça va pas être 2013, ça c'est sûr, mais normalement, il y a une CIM 11 aussi qui doit se faire. Mais là, c'est vrai qu'on est au niveau de l'OMS et on est donc dans un autre champ que celui uniquement de la psychiatrie, quoi. Autre question? Oui.
Bon, mais moi, je voudrais premièrement remercier nos deux collègues venus de France pour nous informer, donner toute cette connaissance supplémentaire et nous aider. Je vous remercie aussi au nom du ministère de la Sécurité sociale parce que c'est une première démarche pour nous de travailler avec nos amis de l'Autisme Maurice. Et donc ça c'est aussi naturellement Télécom Foundation pour nous avoir invités et être présents. La question, personnes avec des troubles, symptômes d'autisme en institution, les maîtres, comment ça vit avec d'autres personnes avec d'autres syndromes? Parce que nous, c'est aussi là une première. Notre expérience, la première institution résidentielle où nous avons des jeunes adultes avec des troubles autistes, aussi des troubles psychiatriques, des troubles de déficience intellectuelle sévère. Donc, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ensemble sous le même toit et gérer ça, s'il vous plaît? Alors là aussi, la réponse, elle est en fonction des individus. Certaines personnes sont plus flexibles que d'autres, ont des troubles moins marqués. Et donc, bon, de toute façon, ces personnes-là, elles vont être hors institution. Et après, si on regarde l'éventail des personnes qui se trouvent en institution, vous avez des personnes qui effectivement ont gagné en compétences sociales, en flexibilité, et à ce moment-là, effectivement, être associé avec des personnes qui n'ont pas d'autisme, qui sont d'un bon commerce social, très bien, parce que c'est une expérience d'intégration. Moi, ce que je crains le plus dans les institutions où il y a un mélange, c'est que lorsque on a affaire à des troubles psychiatriques sévères par ailleurs, ou des troubles de type psychopathique, ou d'une autre nature que l'autisme, c'est souvent l'autiste qui devient la tête de turc, qui peut être malmené. Et puis c'est la personne avec autisme qui peut aussi être déroutée par ce qui se passe si on ne tient pas assez compte de son fonctionnement à elle. Donc effectivement, il faut se poser cette question-là et pas avoir une réponse unique, la même pour tout le monde, parce que effectivement, si, je crois qu'on ne se trompe pas trop si pour chaque personne on définit vraiment ses besoins à elle. Et si on réfléchit comme ça et en accord avec la famille, on doit trouver la solution pour chaque personne. Docteur Cellier? Oui, moi j'ai une question très pratique concernant la gestion des adolescents autistes, avec en particulier toute la problématique de la puberté, chez les garçons en particulier. Est-ce qu'il y a une réponse pharmacologique, entre autres, même si évidemment il y a surtout, j'imagine, tout un environnement, une analyse fonctionnelle, évidemment, et une prise en charge éducative. Vous voulez dire s'il y a du coup des comportements inadaptés, c'est ça, non, par rapport au moment de l'adolescence? Masturbation, de ça, oui. Alors, j'allais dire, pharmacologiquement, là encore, il n'y a pas de traitement spécifique. Il y a, là, vraiment, sur le plan thérapie comportementale et cognitive, ça peut vraiment bien marcher avec, là aussi, l'adaptation en fonction du niveau, avec vraiment le fait que ce soit des comportements autorisés dans certains lieux, et donc on explique la chambre seule et tout ça, et pas en société et tout. Ça peut être assez sensible aussi par rapport à ça. Et puis après, j'allais dire, les antipsychotiques, ils ont comme effet secondaire, vous savez, une baisse au niveau justement libidinal. Et donc parfois, c'est un effet secondaire qui nous est bien utile dans des cas très résistants, une fois que tout ce qui a été fait avant n'a pas marché. On va prendre une dernière question de la salle. Qui voudrait? C'est mon ancienne équipe. C'est juste, je voulais savoir, bon, ici à Maurice, on a, l'APIM et l'Autisme Maurice ont répertorié plus d'une centaine
de cas d'autisme à Maurice. Et aussi, bon, dans le passé, bon, comme j'ai aussi travaillé avec les autistes dans le passé, 15 ans, 18 ans de cela, donc ces enfants-là ont grandi. Et aujourd'hui, on a des parents vieillissants. Et de plus en plus, bon, avec les parents aussi ont leurs problèmes, leurs propres problématiques, les difficultés qu'ils rencontrent. Et arrivé à un moment donné, ça devient lourd pour les parents de gérer. Et j'aurais aimé savoir, pour vous, comment, selon vous, comment on va faire avec, comment prendre en charge justement les adultes autistes, hein, avec plusieurs troubles, hein, associés ou pas. Et donc, est-ce qu'il faut plus d'institutions, plus de maisons d'accueil? Je ne sais pas comment ça se passe en France, si vous pouvez nous donner un peu des exemples. Et comment le personnel aussi, comment combien de personnel il faut mettre, parce que c'est effectivement une prise en charge lourde, parce qu'il y a quand même pas mal d'accompagnement pour ces adultes autistes, quand il s'agit justement de toute une prise en charge pour le reste de leur vie. Alors, il n'y a pas de réponse parfaite. Je pense qu'il faut arriver à anticiper. Et il faut savoir que la réalité, c'est que quand on commence à prendre en charge un enfant tout petit, cet enfant-là va devenir un adolescent, puis un adulte vieillissant. Et donc, il nous faut déjà avoir une perspective de trajectoire tout au long de la vie. Alors effectivement, en France aussi, on a du retard sur ça. Hein. On n'a pas su prévoir et on a... vous savez, autrefois, on parlait d'autisme infantile. Et alors comme si l'autisme s'arrêtait, on avait l'hôpital de jour et puis après, bon, voilà, ils sortaient de l'hôpital de jour et au revoir, on ne sait plus ce qu'ils devenaient. On a commencé à mettre en œuvre des institutions, comme je l'ai expliqué, qui sont variables suivant le type de personne. Je pense qu'il faut que la société travaille à ces différentes formules et il faut aussi qu'on travaille avec les parents, comme je l'ai dit, pour que les parents acceptent le fait que l'adulte est un vrai adulte qui peut accéder à une certaine autonomie. Parce qu'on a quand même des familles chez nous, je ne sais pas si ça se passe comme ça ici, bien sûr on a les familles qui par défaut sont obligées de garder leurs jeunes et là c'est très très lourd, mais on a aussi des familles qui veulent absolument les garder en disant non il faut qu'ils restent avec nous. Donc il faut arriver à travailler ensemble pour donner confiance aux familles, mais en même temps on leur donne confiance si en face on fait une proposition qui est honnête, qui est correcte et qui correspond vraiment aux besoins de la personne. Alors on est en retard, on est tous en retard. On a surtout, maintenant on se focalise beaucoup sur les petits-enfants, intervention précoce, et c'est très bien parce que en faisant cette intervention précoce, quelque part on va faire de la prévention sur certains types de troubles du comportement, on va avoir des personnes plus autonomes à l'âge adulte, donc ça va devenir moins lourd donc en termes de structure et en termes de personnel à former. Mais en attendant, il y a les adultes qui n'ont pas eu souvent ce type d'éducation ou qui l'ont eu depuis peu de temps et dont il va falloir s'occuper. Donc pratiquement, il faudrait mettre en œuvre un plan d'urgence pour ça, à mon avis. Mais c'est aussi bien en France qu'ici. Oui, voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce colloque de 2 jours. Oui, c'était une vision le 28 septembre 2012. Et là, bien sûr, ça a été une aventure, un challenge. Et je voudrais remercier du fond du cœur toutes les personnes qui nous ont aidés à réaliser ce magnifique projet. Et là, je voudrais appeler à côté de moi 2 dames
de cœur qui travaillent assidûment pour la cause de l'autisme, mes deux amis, Madame Irène Alexandrie et Madame Géraldine Alifon, et leur équipe qui nous ont aidés à monter la bande dessinée, à monter ce colloque. Et l'équipe aussi. C'est vrai, on a travaillé l'équipe du CEDAM avec le docteur Geoffrey Baudet. Je suis là. Voilà. Et aussi de la Fondation, nous avons des bénévoles qui ont aidé pour la réalisation de ce colloque. Et là, j'appellerai Lynn Montil qui s'est occupée de toute la partie technique. Stéphanie Jackson, l'accueil et les invitations. Rudita Munbot, l'accueil et les invitations aussi. Nan Tanou, la décoration. Et Bam, je dirais mon lieutenant, qui s'est occupé un peu de tout. Et aussi, si cela était ma correspondante, la gentille, la charmante Pascale Paturel, et bien sûr, les deux personnes qu'on admire, nos professeurs, la professeure Bernadette Roger et Bonnet Brio, pour ces 2 jours de partage de connaissances, du savoir-faire et de la recherche. Un tonnerre d'applaudissements pour ces deux. Et aussi, je vous remercie pour votre présence et nous comptons sur vous pour être des ambassadrices et des ambassadeurs de la cause de l'autisme. Merci beaucoup de votre présence. Et avant de terminer, je souhaiterais remettre au nom de nous tous un petit souvenir à nos 3 dames. Ah, les hôtesses sont émues. Attendez. Pascal, merci. Et je tenais aussi particulièrement à remercier Bachir. Je crois qu'il mérite les applaudissements et tout pour tout le travail. Parce que je peux vous dire que c'est un énorme travail d'organiser ça. Donc un grand merci à Bachir, qui a fait tout aussi avec gentillesse, professionnalisme, investissement, implication, enfin, et un peu de stress aussi, mais bravo Bachir, et merci. Merci Pascal, merci du fond du cœur. Merci. Merci, merci Bachir, merci beaucoup. Moi, la même chose que ce que vient de dire Pascal Pature, là, c'est un grand plaisir, un bonheur d'avoir été accueilli par Bachir et toute son équipe. Oui. Merci et excellente soirée. Avant de passer une excellente soirée, j'aimerais, au nom de tous les parents qui ont des enfants autistes, et dont je suis moi-même la représentante, je suis moi-même maman, nous sommes profondément reconnaissants. Je parle aussi au nom des parents de l'APIM. Nous sommes profondément reconnaissants d'abord à vous qui vous êtes montrés intéressés par le sujet de l'autisme, parce que les parents se plaignent souvent qu'ils ne rencontrent qu'indifférence autour d'eux. Un grand remerciement, bien sûr, à Madame Bernadette Roger et Madame Frédérique Bonnet-Brieux et Madame Pature, mais un grand bravo, remerciement particulier à Monsieur Bachir Mahmoud, qui vraiment s'est consacré corps et âme donc à ce thème.
ce colloque est très réussi. Moi, c'est mon opinion personnelle, mais je pense que c'est l'opinion de tout le monde. Très réussi, une grande première à Maurice, un colloque de cette envergure sur un sujet aussi méconnu que l'autisme. Un grand bravo à Bachir et nous lui en sommes éternellement reconnaissants. Je voulais juste évidemment renforcer ce que Géraldine a dit. J'ai déjà dit la même chose, mais alors on pourra peut-être te baptiser le parrain de l'autisme à Maurice, quoique le nom de parrain, bon, je ne sais pas si tu veux l'endosser, parce que pour le coup, tu vas nous avoir à tes côtés pendant pas mal de temps. Et merci en tout cas à tout le monde. C'est vrai que les professionnels soient informés et sensibilisés et qu'à partir de là, ils aient envie de travailler. Et moi, quelque chose qui me marque beaucoup aussi, c'est que nous avons beaucoup de jeunes professionnels. Et ça, je trouve ça formidable parce que ça nous encourage pour l'avenir, parce que ça veut dire qu'il y a maintenant, je pense à l'île Maurice, beaucoup de formations et d'efforts qui ont été faits dans les domaines... que ce soit de former des jeunes psychologues, même s'il y a encore à faire, mais des ergothérapeutes, des kinésithérapeutes, n'est-ce pas, et des orthophonistes. Bon, la formation n'est pas encore là à Maurice, mais bon, on peut espérer pour le futur. Et le fait qu'ils reviennent ici et qu'ils travaillent avec nous dans les associations, dans des métiers qui sont souvent pas très bien rémunérés, etc., ça montre que, bon, ben voilà, on peut quand même, moi à mon âge, commencer à se dire chouette. Il y a d'espoir pour tout le monde, pour les familles, pour les personnes elles-mêmes, donc avec déficience et ou autisme, et pour les associations évidemment, et tous les personnels dans les services publics et privés. Merci beaucoup. Merci. Alors, que du bonheur et bonne chance à tous.